Salut Loïc. Salut Charles, comment ça va? Écoute, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait d'interview Ouais, ensemble. c'est vrai. Et donc, moi, je commence à refaire les interviews avec les auteurs Objectif Éco. Et donc, on avait programmé une, comme on a dit avec David il y a quelques mois, et je t'ai planté au mois d'août, je ne sais plus pourquoi. Et donc, depuis, on n'avait pas reprogrammé. Bref, on programme aujourd'hui une interview. Alors, moi, je vais t'appeler parce que d'abord, on partage une passion de très longue date, 15 ans maintenant, sur la globale macro, toi et moi. Ouais. On est un petit peu désallumés par rapport aux gens normaux, donc on adore analyser les datas. Et ça y a un truc, d'ailleurs, on s'est rencontrés dans le cadre de la déflation, quand tu as appelé la crise déflationniste de 2008. Et maintenant, en fait, on est vraiment en crise inflationniste, quelque part, depuis un an. Et on est dans une crise inflationniste un petit peu bizarre. Alors, on n'utilise pas toujours le même vocabulaire, toi et moi, mais en fait, dans le fond, on met les mêmes événements derrière. On est dans une crise inflationniste qui est créée par un choc de régulation, en fait, de demande, d'offres. La régulation bloquant les chaînes d'approvisionnement et la production. Alors moi, j'appelle ça du communisme, toi, tu appelles ça de l'idiotie, de l'incompétence politique, on s'en branle complet, on s'en fout du vocabulaire, mais la vérité, c'est que aujourd'hui, l'économie mondiale est grippée, non pas pour des raisons d'équilibre économique pour des raisons naturelles, mais pour des raisons complètement artificielles et totalement politiques. Donc, on se retrouve avec une crise inflationniste que tu as vu arriver, puisque tu as créé une formation sur Objectif il y a un an environ, et en plus, tu as pris position, bien sûr, à titre perso, pour jouer le pétrole et l'or, parce que tu penses qu'à horizon de 10 ans, ça va être un bon thème, justement à cause de ces conneries politiciennes et moi communiste, chacun comme on l'appelle comme on veut. Mais ce que je voudrais, donc là, on a vu le pétrole s'envoler, puisqu'on fait 300% à peu près sur un an et demi maintenant. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est que tu nous parles aujourd'hui, parce que pour toi, en fait, le problème, il est encore plus grave que l'histoire du Covid et du blocage des chaînes de production, d'après ce que j'ai compris pour toi, et c'est qu'on est dans un délire d'énergie verte renouvelable et qu'elles pourront jamais faire le poids par rapport à la demande de l'humanité, et que donc pour toi, le pétrole est amené à un avenir radieux au cours des 10 prochaines années. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que quelque part, les événements sont en train de te donner raison sur le pétrole. Donc, voilà. Bon, on va écouter déjà ton. Il y a un an, qu'est-ce que tu t'es dit? Parce qu'il y a un an, tu es arrivé avec le pétrole. C'est vrai que le pétrole, il y a un an, c'était pas friendly. Qu'est-ce que tu t'es dit? Pourquoi tu en es arrivé à tout ça? Oui, bah, c'est sûr qu'à horizon de 10 ans, il n'y a pas d'alternative crédible aux énergies fossiles, hein. Bon, si on parle du nucléaire, c'est long à développer. Il faut construire les réacteurs, il faut avoir les autorisations, etc. Avec la réglementation qu'on a, l'inertie administrative, etc. Ça peut être une solution à très long terme, mais ça va prendre largement plus de 10 ans. Donc, on n'a pas de solution pour les énergies renouvelables. C'est des énergies, bah, j'ai un peu expliqué dans ma dernière vidéo sur Objectif Éco, ce sont des énergies intermittentes. Donc, on ne sait pas les stocker à un coût raisonnable aujourd'hui. C'est pas exclu non plus qu'à longue échéance, on trouve une solution, on n'en sait rien. Mais en tout cas, à horizon de 10 ans, c'est clair que L'infrastructure, les batteries, tout ça, c'est trop court, quoi. c'est trop court, voilà. Il y a des sujets, on a des recherches en cours, il y a des projets, ils aboutiront peut-être ou peut-être pas, ça on ne sait pas encore. Mais c'est sûr qu'à horizon de 5 à 10 ans, il y a pas de solution. Alors, On a s'il absolument n'y a pas de besoin. solution, de l'autre côté, on est face à un mouvement politique plutôt Mhm. consolidé au niveau mondial qui cherche quelque part à gripper la croissance économique, à gripper la machine avec des régulations de taré mental. Euh, pour toi, à la fin, les forces, on va dire, de marché, les forces capitalistes, s'il en reste, vont prendre le dessus. Donc, on aura une demande naturelle pour le pétrole qui ne pourra pas être couverte. Donc, les prix vont s'ajuster à la hausse. Mais on Oui. sait de l'autre côté que si les prix du pétrole montent trop, pour le coup, là, on se retrouve face à un déséquilibre qui a précédé très souvent des récessions économiques. C'est le graphique que je vais te présenter, mais je ne suis pas une bête, moi, en zoom. Mais il y a un lien, en fait, entre le prix du pétrole, à un moment ou à un autre, ça craque de l'autre côté. C'est-à-dire, si on est comme tous dépendants du pétrole massivement. Et tu, tu vois comment, pour toi, Alors, à partir de quand le prix du pétrole devient un problème, en fait, pour toi? il y a encore de la marge, hein, avant que ça devienne un vrai problème. Ce qui en ce moment, il y a pas que le pétrole qui pose problème. Il y a un phénomène conjoncturel qui fait que, bon, en fait, les sociétés ont sous-investi depuis 2015-2016. On a des prix du pétrole bas en permanence, donc tous les investissements ont été coupés.
en pétrole, en gaz. Il y a eu le Covid, donc la demande s'est effondrée, ça fait encore plus chuter les investissements. Et, bon, et après, il y a une reprise très brutale et du coup, les réseaux de distribution, de production, ils ont eu du mal à s'ajuster. Mais on le voit sur toutes les... Il n'y a pas que le pétrole, hein, il y a toutes les matières premières, en fait, hein, qui sont dans ce problème-là, hein. Même les matières premières agricoles maintenant montent, hein. Oui. Donc, ça, je pense que, en fait, ça, c'est quelque chose de transitoire pour moi. Je- on Là, a, ça va se ça n'est réguler. Donc, en fait, tu penses que ça va se réguler. Là, on va retrouver des équilibres. Je pense que ça va corriger. Que je parle sur le court moyen terme, horizon d'un an ou deux, je verrai le cours du pétrole corriger. Pas rejoindre les 20 dollars, évidemment, hein, c'est pas... mais on peut avoir en partie un scénario à la 2008 qui se produise. Sous forme atténuée quand même, hein. Je ne verrai pas le pétrole s'effondrer comme il l'a fait en 2009, mais corriger un peu. Et ensuite, il y aura toujours, donc ça va se réguler temporairement, mais il y aura toujours le problème du sous-investissement qui date de beaucoup plus longtemps, en fait, des années 2010. Mais non, mais Loïc, Euh, Loïc, en plus, disons-le franchement, parce que ça, j'ai vu les rapports. Donc là, on n'est pas dans du complotisme. On a des banques qui ont volontairement refusé de financer oui. des investissements dans le pétrole parce que c'était pas vert. Enfin, il y a une rhétorique complètement anti-économique et Oui. totalement, on l'appelle comme on veut, mais Ça, c'est du délire. Alors, moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait du complotisme là-dedans. C'est simplement une espèce d'aveuglement occidental. Mais ça participe d'un sentiment de foule. Quand on est dans une civilisation déclinante, en fait, les gens ne croient plus que l'homme a la capacité d'aménager la nature. Ils se mettent à croire dans la puissance, nature, la qui toute derrière puissance. l'homme, Ouais. la toute-puissance de la nature, etc. C'est parce qu'il y a un sentiment de foule général, décliniste, on va dire, une perte de confiance générale. Mais tous les pays ne sont pas dans cette configuration-là. Non, mais j'ai vu quand même, parce que ça va chercher loin, j'ai vu des rapports, je ne sais plus si c'est BlackRock ou je ne sais plus trop quoi, où là, je suis en train de te parler, même pas des banques dans la partie business bancaire, mais pour moi, dans la partie bancaire, c'est les asset managers, donc des gens qui contrôlent, c'était des gros, hein, des top 5, il y avait, je ne sais plus, 2000, 3000, 5000 milliards de dollars sous gestion, et ces gens-là émettent des rapports où ils disent maintenant on se retire de tous les investissements de financement pétrolier, etc. Et donc, évidemment que le sous-investissement, il est mécanique parce que le capital, c'est extrêmement raréfié dans le domaine pétrolier. Et en même temps, il y a quand même besoin. Alors, soit on bute la population, soit on fait une récession mondiale de 20%, soit il y a un moment ou un autre, le pétrole, il vaut 200 dollars. Mais il y a un moment, on va Oui, arriver. oui, oui. Là, on arrive dans une situation, on est au début du vrai chaos pour le coup. Et à un moment, il va falloir choisir une direction, quoi. Non, mais après, bon, là, c'est pour ça que je pense qu'il y aura une petite correction sur un an ou deux, et après, ça va aller très haut, c'est sûr. Ah, tu penses qu'à horizon 10 ans, on va exploser les Ah oui, plafonds oui, oui. Ouais, après, parce qu'il y a pas vraiment, vu les sous-investissements qu'il y a eu, la lenteur d'adaptation, on a de quoi gagner beaucoup sur le secteur, ça, c'est clair. Et Et en plus, alors, comme tu donc, dis, je hein, il y reviens à ma a... question. Si le pétrole grimpe très haut, on le sait qu'il y a une élasticité de la croissance économique au pétrole, passé un certain niveau. Alors, par rapport aux années 70, on en est loin. Mais est-ce que tu te dis qu'à partir d'un certain niveau, l'économie crashera parce que tout simplement, le pétrole coûtera trop cher, puisqu'on a une situation du pétrole basée totalement et entièrement sur le pétrole quelque part. Tu ne dis pas qu'il y a un moment, mais c'est les vases communicants. À un moment, si le pétrole, il vaut, je sais pas, 500 dollars le baril, on ne va pas continuer à croître. Donc, à un moment, on est un peu coincé. Moi, parce que quand je regarde la situation, c'est pour ça que je voulais t'appeler. Je trouve que on va naviguer à vue, effectivement, en horizon un an ou deux, mais à un moment, on a un problème majeur, massif, quoi. En plus des Ah oui, oui, retraites, en plus des au-delà. équilibres. Autant je ne crois pas trop à la durabilité à court terme de l'inflation qu'il y a en ce moment. À horizon de 5 ans, oui, oui, ça, là, il y a une grosse probabilité d'avoir de l'hyperinflation. Ça. De l'hyperinflation, c'est combien pour toi? Ah, bah, c'est des inflations qui vont être supérieures, qui peuvent être supérieures à 15-20% par an. En fait, après, ça s'auto-emballe. On est sur un système hyper endetté dans les économies mondiales, hein, surtout États-Unis, Europe, Japon. Il n'y a pas trop d'alternatives dans ce genre de système. On ne peut pas avoir de l'inflation et des taux d'intérêt à 5-10%, l'inflation modérée, style années 80.
ça ne tient pas. Personne ne peut payer des taux d'intérêt à 10% quand on a un endettement qui fait 300% du PIB. Ça ne marche pas, quoi. C'est clair, on arrive au bout on est à quelques années d'un truc monstrueux, quoi, enfin d'un reset, quoi. On est à quelques années de, je sais pas quelle forme ça va être, mais il y a un tic-tac là. Et le problème de l'inflation, c'est qu'on est tous pareils, quoi. À part les minières, c'est pour ça que je fais ma vidéo aujourd'hui. Je ne vois pas trop quelle porte de sortie. Donc, j'ai étudié la stagflation des années 70 et c'est qui? C'est la Bank of America, je crois, qui a publié une étude très, 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 très intéressante puisqu'ils ont fait des recherches sur l'excédent de rendement trimestriel sur les secteurs par rapport aux périodes de stagflation entre 1960 et 2020. Donc, il y a déjà un historique 60 ans. Et ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé que, qui réagissait correctement à une période de stagflation? L'énergie. Et en deux, le consumer service. Et pas le consumer product, hein, juste le consumer service, donc tout ce qui est distrib qui peut gérer en fait. Ça marche par rapport à une inflation forte et c'est tout. Après, ils ont trouvé aussi le healthcare. Je n'ai pas compris pourquoi la santé pouvait être impactée par de la stagflation. À mon avis, il y avait des phénomènes dans le passé qui ne dépendaient peut-être pas d'une stagflation économique. C'était les trois seuls secteurs qui s'en sortaient. Le reste était un peu de merdouille, mais c'était très peu de rendement. Donc, en fait, il y a, en tant qu'épargnant, parce que tout le monde a peur d'un reset, et je vois tes yeux qui se concentrent, tu me regardes avec intérêt. En tant qu'épargnant, en fait, il n'y a qu'une seule solution possible. On ne sait pas quand le tic-tac va s'emballer, que ça va partir en couille. C'est les minières. Mais les minières, les minières liées surtout à l'énergie, c'est-à-dire le charbon, parce qu'on n'a pas encore parlé, on n'a pas encore dit de gros mots, mais la vérité, c'est que le charbon en bourse, moi, c'est une de mes valeurs favorites en ce moment. Peabody, là, qui fait du charbon, le charbon explose en bourse, explose, du genre 200% sur quelques mois. Là, et donc, les minières, pour moi, c'est les minières de charbon. Et puis sinon, on a toutes les compagnies d'énergie. Donc, je viens d'aller chercher toutes les petites ce soir parce que je vois bien que ça va se terminer à la sauce énergétique. Donc, toi qui es à fond dans le pétrole, à mon avis, tu es au bon endroit. Et sinon, les consumer services. Le gaz aussi. Hein, le gaz, l'uranium. L'uranium monte et le gaz, ouais. L'uranium, c'est quelque chose de long terme aussi parce que, comme je te disais, il faut construire les réacteurs. Les délais de réaction sont de l'ordre de 5 ans, c'est-à-dire qu'on sait déjà quelle va être la demande des 3-4 prochaines années parce qu'on connaît les réacteurs en construction. Donc, on sait déjà l'offre qui va arriver de production d'électricité nucléaire. Ouais. Et du coup, je pense qu'en ce moment, l'uranium, il y a beaucoup de spéculation. On voit des juniors minières qui capitalisent au-dessus de la NPV, c'est-à-dire qu'on a un projet minier, on évalue ce qu'il peut rapporter avec des discounted cash flow sur une 10-15 ans. On a des juniors qui capitalisent au-dessus de la valeur de leur projet sur 10-15 ans. Il y a quand même un problème, il y a beaucoup de spéculation sur le secteur. Dans ma formation pétrolière, j'ai quand même je fais un bon dossier sur l'uranium qui explique bien le sujet. Il y a une majeure notamment qui est rentable maintenant, qu'on peut acheter maintenant, mais il y a quand même, à mon avis, c'est un secteur sur lequel il faudra revenir peut-être en 2024, par exemple, 2023-2024 à fond. Là, il est un peu cher. Par contre, le gaz, dès maintenant, il y a une demande énorme parce que le gaz, on gagne à tous les coups. Que le scénario qui est de l'hyperinflation ou qui n'en est pas, ça marchera. C'est ça qui est bien. Donc en fait, quand on dit l'énergie, donc il y a le pétrole, le gaz et le charbon, quoi. Oui. Et est-ce que tu miserais sur des énergies renouvelables en bourse? Moi, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est trop cher, quoi. Moi, j'ai rien contre. Si les États déversent des dizaines de milliards dans le secteur. Des dizaines, des centaines de milliards. Des centaines de milliards. Des centaines, enfin, c'est la folie. Bon, évidemment, on peut essayer d'en profiter, hein, il n'y a pas de. Mais pour l'instant, c'est super cher. J'ai regardé les ratios de valorisation, les sociétés éoliennes, les sociétés de solaire. Les turbines avant, là, les sociétés de vent. Là. Je préfère acheter du pétrole et du gaz parce que au moins, c'est pas cher. Après attends, je vais te poser une question, parce que là, tu viens de soulever un sujet. Parce qu'il ne faut pas confondre la valeur de la matière première
Par exemple, l'énergie du gaz, l'énergie du pétrole, l'énergie du charbon. Donc, la valeur de la matière première brute, RAW, là, comme on dit, avec les sociétés qui exploitent. Par moment, les sociétés qui exploitent cette matière première, elles font mieux que la valeur sous-jacente, mais par moment, elles font moins bien. Et donc, il y a des cycles de surévaluation et de sous-évaluation. Donc, je vais te poser la question, par exemple, si je te dis le pétrole, actuellement, parce que moi, j'ai vu passer le ratio, je l'ai regardé ce soir, et le ratio, clairement, le pétrole fait moins bien que les sociétés qui exploitent. Ça veut donc dire que maintenant, les sociétés qui exploitent le pétrole sont très évaluées parce qu'elles ont fait moins bien que la hausse elles ont fait mieux que la hausse de 200% sur le pétrole. Donc, toi qui es à fond dans les ratios, on en est où de la valorisation des sociétés dans le pétrole? Il y a encore beaucoup de sociétés qui sont pas chères, hein. C'est Il y a encore hétérogène. beaucoup de sociétés pas chères. Ah ouais, il y a encore beaucoup. Ça. Il y a un chiffre, il faut voir, au début des années 80, les sociétés du secteur énergie, c'était 26% de la capitalisation boursière Oui. du S&P 500. Aujourd'hui, c'est 3%. Ouais, mais en même temps, on a développé une économie de la techno qui a pu en avoir avec il y a 20 ans. Ce qui m'intéresse, c'est en termes de ratio, par exemple. L'économie de la techno, c'est… Qu'est-ce que tu as comme critère pour jauger une pétrolière? Qu'est-ce que tu prends? Je sais pas, le price to cash flow. Enfin, qu'est-ce que tu jauges? Ah bah, c'est des ratios. Alors, il y a les ratios classiques de toute société cotée en bourse, hein, les valeurs d'entreprise sur EBITDA, price to cash flow. Et On a alors, les… ces ratios-là, ils en sont comment dans l'univers pétrolier? C'est hétérogène. Il y a quelques majeures américaines qui commencent à être chères, et Chevron et compagnie. Et en même temps, il y a des mid-caps, notamment à Londres, hein, sur la place de Londres, en Russie aussi. Il y a des large caps russes, des mid-caps cotés à Londres qui ne sont pas chers du tout, quoi. Ok. Donc, Même question, mais dans le gaz. On en est où dans l'univers du gaz? pareil, dans le gaz, il y a vraiment des valeurs où il y a des opportunités importantes, hein. Le gaz, il y a Même des opportunités importantes. Ouais. il y a toujours le risque, comme je disais, que sur un an, on corrige. Ouais, on peut faire moins 30%, pourquoi pas, ça, c'est pas exclu. Mais Et après, ouais. à horizon de 5-10 ans, logiquement, on doit faire x5, enfin, plus. Enfin, c'est On ne sait pas, ouais, s'il rase tout avec une crise hyperinflationniste pour remettre les compteurs à zéro, ouais, on fera probablement plus. Voilà, Et dans le charbon, tu suis le charbon aussi ou pas? oui, ouais, il y a quelques valeurs. Il faut aller sur le marché. J'aime bien les valeurs australiennes et indonésiennes. C'est là qu'on a, je trouve, les ratios de valorisation les plus bas. Mais ouais, ouais. Il y a des opportunités aussi. Alors, le charbon est un petit peu plus incertain, un peu plus risqué que le gaz parce que là, il y a moins de croissance de la demande demande mondiale, c'est-à-dire si on part vraiment sur un scénario hyperinflationniste, il va exploser. Si le scénario hyperinflationniste ne s'enclenche pas et qu'on reste un peu comme on est en ce moment, avec des taux bas, bon, à ce moment-là, le gaz, lui, va continuer son ascension et le charbon moins, quoi. Petite Et il est question, plus sensible. ouais. Ouais. Pet- Il est euh, aussi, le charbon est plus, s'il y a une récession mondiale, la demande va baisser d'abord sur le charbon, et le gaz sera vraiment atteint en dernier parce que faut comprendre que tous les pays d'Asie qui ont des problèmes de pollution, je ne parle pas de réchauffement climatique, hein, c'est pas du tout ça, mais en Chine, il y a quand même des problèmes de pollution, de qualité de l'air dans les villes. Et ça, le gaz, il règle le problème d'un coup, parce que une centrale à gaz, ça n'émet pas de polluants significatifs, quoi. Ça n'émet pas de particules fines, donc ça préserve la qualité de l'air. Ça émet du CO2, mais ça, c'est pas un souci majeur, hein, pour me fonctionner. lance pas, je suis chaud là, me lance pas dessus en ce moment. Mais voilà, donc il y a une demande quand même pour le gaz spécifique, quoi. Ok. Dernière question. Euh, Tu suis cet univers du pétrole et de l'or dans une lettre. Tu as fait une formation pour que les gens soient autonomes là-dedans. Et tu Oui, suis c'est ça. aussi, en fait. C'est ça, il y a un portefeuille. Je suis ton éditeur, mais il y Oui, a 60 produits en il y a boutique. voilà, deux choses. Je vais avouer, il y a 60 produits en boutique. Je ne connais pas intégralement tous les produits. Je ne peux pas tout suivre. Et cette lettre sur le pétrole, moi, je ne m'intéressais pas au pétrole jusqu'à l'étude. Tu veux que je vais dire la vérité, on va la dire. Depuis l'étude de Bank of America,
ça gratte la tête parce que la stagflation, on est dedans, on est à fond et à un moment, il faut prendre les choses en main. Donc, la stagflation, quand j'ai passé l'étude à Bank of America, je suis bon. J'arrête mes conneries. Le seul marché que je ne suis pas, c'est le pétrole. Donc, je n'ai jamais suivi ta formation et ton portefeuille. Donc, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Même si je suis ton éditeur, je confesse, je m'y suis mis sur le pétrole là cette semaine parce que je me suis dit que définitivement, on n'allait pas y couper. Et donc, je te pose une question complètement en dehors. Donc, tu suis sur ton portefeuille, c'est les positions long terme? Oui, c'est des positions long terme. D'ailleurs, ce n'est pas un portefeuille qui est que pétrole, hein, évidemment. L'idée quand j'ai fait ce portefeuille, c'était d'offrir aux investisseurs une solution pour sortir des pays bobos, hein, entre guillemets, c'est-à-dire Europe de l'Ouest, États-Unis maintenant, et d'aller vers des pays qui avaient quand même des chances d'être bien gérés dans l'avenir, de tenir la route. Donc, il y a du pétrole, il y a du gaz et il y a il peut y avoir des valeurs minières autres aussi, hein, selon les ratios financiers. Et puis, j'ai une poche dans le portefeuille pays émergents, où ce sera des valeurs industrielles classiques, des valeurs cotées en bourse classiques, mais sur des pays à gros potentiel. Donc, il y a des valeurs polonaises. Je vais chercher sur les places de Singapour, un petit peu Hong Kong. Bon, Hong Kong, je me méfie quand même, mais bon, il y a quand même des super opportunités, quoi. Sur la place de Hong Kong, j'ai une valeur qui a un PER2 et qui fait 40% de croissance par an. Des trucs vraiment… bon, quand on a une valeur comme ça, il n'y a pas trop à hésiter pour l'achat, quoi. C'est décoté à l'extrême. Donc, ouais, il y a quand même une série de valeurs dans ce portefeuille, en plus du pétrole et du gaz, pour avoir une bonne exposition aux pays émergents. OK. Je voudrais aussi finir cette interview avec une question personnelle. Ouais. Aujourd'hui, Ouais. comme je te l'ai dit, j'ai signé avec mon partenaire Antoine d'Objectif Eco une ferme. Ouais. On a mis 8 mois à négocier. C'était compliqué à l'achat. Donc, je me retrouve avec 164 hectares. Et l'un de mes dadas, comme tu sais, c'est d'aller tripatouiller l'agroalimentaire. Qu'est-ce que tu penses de la bouffe dans les 10 ans qui viennent? Agriculture. Alors, deux questions. Les matières premières agricoles et l'industrie de la bouffe. Et par rapport au scénario d'hyperinflation. Parce que, je précise juste, tu t'intéresses enfin, tu penses comme moi qu'à un moment ou à un autre, on va ajuster cet ajustement crédible, ce serait plutôt par de l'inflation haute. On ne voit pas trop comment on peut sortir du corner dans lequel on est actuellement sans avoir une hyperinflation, on ne voit pas trop. Et donc, de la haute inflation, généralement, c'est énergie et bouffe, quoi. Grosso modo, c'est les deux seuls secteurs. Oui, Ouais. toutes les matières premières en général, mais c'est vrai que plus, c'est un bon créneau, hein, ça. Tu suis en bourse l'agroalimentaire ou les matières premières agricoles? Bon, l'agroalimentaire, c'est de la transformation, donc ce n'est pas un secteur qui va bénéficier spécifiquement d'un épisode inflationniste fort. Il gardera la tête hors de l'eau, hein. Après, il faudra faire du stock picking dedans. On a eu des épisodes d'hyperinflation en Argentine. Bon, le secteur des actions, ça n'avait pas été catastrophique pour les actions. Il y a des sociétés, les sociétés, elles continuent quand même de produire des choses. Il faut que les gens vivent, même en hyperinflation. Donc, on peut s'en sortir avec des actions en hyperinflation. Mais ouais, sinon, alors dans le portefeuille, justement, il y a une valeur agricole pure, hein. Ils font de la production agricole. J'en ai… Bon, le choix est quand même plus limité en Ah oui, bourse que oui, très sur limité. les autres secteurs. Il n'y a pas beaucoup de valeurs agricoles Non, cotées, en fait. non, très peu. Ça, Et très, très peu. ouais. Des valeurs purement productrices de matières Ouais. premières agricoles, très, très peu. Euh, Justement, c'est un petit peu le souci, c'est pour ça que je te pose la question, parce que moi, je connais que les marchés américains. Sur les marchés américains, c'est amusant, c'est que tu as des classements des valeurs agricoles avec le nombre de tracteurs qu'elles possèdent. Et je sais plus, c'est Tyson Food, qui est un énorme agroalimentaire, donc transformation, mais qui est également un énorme producteur. Je crois qu'ils ont 5000 tracteurs, un truc de… mais tu sais pourquoi il n'y a pas beaucoup de valeur agricole? Parce que celles qui produisent ne sont pas cotées. Et la première qui est devant tout le monde, c'est Cargill,
qui est monstrueuse par rapport au numéro 2, numéro 3, c'est monstrueux, Cargill. Et en fait, ils ne sont pas cotés. Donc, du coup, il y a une partie non négligeable de la production qui. On est obligé d'acheter la matière première agricole brute qui cote sur les futurs. Après, tu as le contingot entre les échanges trimestriels. C'est de la merde, en fait, le problème d'investir dans. C'est pour ça que moi, je pense qu'il vaut mieux acheter une ferme directement parce qu'il y a un moment, en bourse, c'est que tu me dis les titres, oui, mais les titres, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en tout cas, sur le marché américain, il y en a très, très peu. Je ne connais pas le reste du monde, mais je suis un peu. Moi, j'en arrive à la conclusion qu'il vaut mieux peut-être se payer, quand on a un patrimoine à défendre, il vaut peut-être mieux se payer directement une ferme, branchée sur une matière première qui produit des denrées de tous les, enfin, facilement écoulables, et plutôt que d'aller investir en bourse dans des titres, parce que je trouve que déjà détenir les titres, les ETF sur la matière première, par exemple, avec le phénomène de contingent, encore une fois, il y a une déperdition énorme. Ou alors détenir des producteurs comme Tyson, mais ils sont en même temps, ils font la transformation et il n'y en a pas beaucoup, c'est très évalué, du coup, ils sont très peu nombreux. Je ne sais pas si tu as une solution, justement, c'est pour ça que je te posais la question. Si dans le reste du monde, est-ce qu'il y a des solutions? Il y a quelques sociétés cotées, ouais. Bon. Brésil, non, peut-être, je me disais. Il y en a une au Brésil. Il y en a même une en France qui est très spéculative, une toute petite en France. Mais bon, Ouais. elle a un potentiel à horizon d'un an ou deux. Elle a un bon graphique en ce moment. Bon, Et en Russie, parce qu'elle est pleine là, d'Ukraine et de Russie, là, il n'y a pas des boîtes en Russie, je Russie? n'ai pas regardé. Il faudrait que je regarde. Ça. Pour là, j'en ai pas trouvé en tout cas. Et en Thaïlande, puisque la Thaïlande, c'est le grenier de l'Asie. Donc, le marché de la bourse thaïlandaise, je me disais que peut-être tu avais été. En plus, Il y a des sociétés, je connaissais des sociétés de caoutchouc, par exemple. Bon, c'est ouais. l'agriculture indirecte, mais c'est moins intéressant. Donc, Écoute, hein, si tu vois ça, tu penses à moi, tu m'envoies. par contre, avec une ferme physique, bon, tu as intérêt à avoir une bonne équipe. Oui, ah, Voilà, les gens, c'est c'est capital. de réussite, quoi. Ouais, c'est une équipe de confiance parce que sinon, Oui, ça sera. ça part en couille vite. Dans les pays émergents, le Ah oui. facteur, comment dire, mais j'en ai parlé dans les vidéos récemment. Oui. Je me souviens, c'était la vidéo où j'ai dit la règle que j'ai jamais transgressée en 12 ans. C'est pour ça que mon expatriation s'est bien passée. La règle, c'est qu'il y a 99% de gens inaptes ou incompétents ou idiots ou Ouais. irrécupérables et 1% de bonnes personnes. Et en fait, quand on travaille en pays émergent, il faut s'entourer que des 1% et systématiquement éliminer 99% des gens. Sinon, effectivement, c'est le carnage. Mais le carnage intégral. C'est pas pour rien qu'on a mis 8 mois à acheter ce putain de terrain, parce qu'on a affaire à des gens qui sont. Il n'y a pas de néocortex, quoi. On a en face de nous des gens qui ont peur, et il n'y a pas de néocortex. Alors, crois-moi, quand quelqu'un a peur sans néocortex, c'est très, très compliqué de dealer. Ça a mis 8 mois. Mais oui, oui, j'ai une bonne équipe. J'ai une bonne équipe. Des gens qui ont peur, il y en a partout, en très grande quantité, même en Europe aussi, aux États-Unis. Bon, Oui, là, oui, mais et puis, ouais, je sais. Mais voilà, donc si tu as des pistes, j'espère que ouais, tu me les partageras. Si tu vois des petites valeurs à l'échelle mondiale, parce que si un ouais. épisode d'inflation forte, c'est vraiment les premières valeurs qui. Moi, j'ai étudié Venezuela. J'ai comme tout le monde peur de l'hyperinflation parce qu'en fait, il n'y a plus personne. Tu te fais raser ton patrimoine avec de l'hyperinflation en un claquement de doigts. Donc, j'ai étudié tous les chocs d'hyperinflation depuis un siècle. Et le dernier en date qu'on connaît, on a deux en date, c'est le Venezuela, juste à côté d'ici, et puis le Liban. Et donc, sur Trading Economics, on a les prix de l'inflation de food, hein, spécifiquement un indice depuis quelques années. Et le seul moyen de lutter contre vraiment de la forte inflation, c'est énergie et food, il n'y a rien d'autre. Tout le reste, même les actions en bourse au Venezuela, en Argentine, tu es un peu gentil, les bourses argentines, par rapport au niveau d'inflation, elles en ont pris une belle dans la gueule en global. Après, il y a peut-être quelques titres qui ont résisté. Et Mais. ouais, quand le peso argentin s'était effondré, bon, l'indice ça n'avait pas été catastrophique quand même pour Non, l'indice. Ça reste non, j'ai comparé moi l'inflation, en fait. L'inflation, le CPI, le oui, Consumer Price Index de tous les pays, en situation d'hyperinflation, avec l'inflation des assets, donc des bourses, et avec l'inflation de la bouffe et l'inflation de l'énergie. Il s'est avéré que les deux seuls sous-indices d'inflation qui résister à une crise hyperinflationniste, c'était la bouffe et l'énergie. C'est pour ça que je fais cette vidéo et que je t'appelle aujourd'hui, parce que je sais que tu es branché énergie, moi je suis branché bouffe. Donc, après aussi, il faut voir que quand on a une dévaluation monétaire, c'est une hyperinflation localisée sur un pays donné, oui, c'est pas oui, la même chose qu'une hyperinflation générale. On n'a pas, ça n'a rien à voir parce que c'est on va clair. expliquer
en dollars, on va voir des choses, l'indice argentin exprimé en dollars, on va en tirer certains enseignements. Et après, si par contre l'Europe, les États-Unis, le Japon connaissent une dévaluation monétaire simultanée, là, ça sera tout à fait différent. Et Ça sera là, je pense. nouveau. Ben, ça sera nouveau parce qu'en fait, dans l'histoire, même ça démarre en 1920 avec l'Allemagne, les grandes fortunes allemandes avaient soit gardé des usines pour produire ou alors avaient déplacé leur fortune en France, mais surtout en Angleterre, et puis après aux États-Unis. C'est ce qui aboutit après au défaut de paiement des États européens et américains en 1930, puisqu'ils ont d'abord déplacé le fric, ça a fait la bulle de 1927. Mais donc, ce n'est pas nouveau. Ils ont toujours déplacé l'argent d'un pays à un autre. Et donc, c'est bien la grande question. Ça, c'est si on a une crise d'inflation pour la première fois mondiale et non pas locale, c'est une situation de jamais vue. Et, et donc, quelle va être la monnaie du futur? Et donc, c'est pour ça que j'achète une ferme aujourd'hui. Oui, Parce oui, qu'au non, moins, mais je pourrais vendre ma bouffe et j'aurais un moyen d'échange. Dans un patrimoine, on dit ouais, il faut avoir 20-30% d'or. Je dis ouais, bah, mec, commence par acheter une ferme. Déjà, tu dormiras beaucoup mieux qu'avec ton or. Parce que non, l'or, historiquement, il réagit bien quand même dans les contextes d'hyperinflation, hein, ça. On n'est pas dedans hein, pour l'instant, on n'est pas en hyperinflation. Hein. Le scénario alternatif à la japonaise, il n'est pas exclu non plus que les marchés ils acceptent des endettements à 300, 400, que ça puisse durer comme ça quelques années de plus. Bon, si c'est le oui, cas, mais Loïc, on a ou alors ils arrêtent la régulation. Pour moi, en fait, l'inflation, là, elle est due à cause de la régulation et non pas à cause pas que non, je pense pas complètement ça. Je pense que là, c'est vraiment un choc de demande, quoi. C'est la Non, un demande a choc bon. d'offre. On a un choc d'offre. Ils bloquent les ports parce qu'il faut respecter le Covid. Donc, du coup, tu sais que tu as 1 million de containers aux US là, qui attendent dans la mer. On en a là, il fait nuit, mais devant chez moi, ils sont là, les mecs, ils sont là. Tu as les containers qui sont là, devant chez moi. Et on C'est attend parce que 6 ans. ouais, la demande a monté très brutalement aussi. Il y a ce Alors, phénomène-là. Parce qu'ils ont déversé Loïc, des Loïc, tonnes Loïc, d'argent Loïc. dans Tu l'économie, as mais 1 million de containers oui. qui sont stationnés en mer et qui ne peuvent pas être déversés sur la Terre à cause des régulations Covid. Parce que si tu sais, le Covid, il adore se balader dans les ports, en fait, industriels. Il kiffe à donf. Tu sais, les grandes machines, là, les bras comme ça Ouais. l'éclate. Le Covid, putain, ils ont dit ça, je vais le rendre tartiner partout parce que Alors, là, dans un environnement pareil, je vais me démultiplier à l'infini. Et donc, du coup, ils ont bloqué tous les ports. Tu as 1 million de containers en attente. Évidemment que les chaînes d'approvisionnement sont niquées et qu'il y a un choc de l'offre. Et la demande, ok, mais la demande, elle n'a pas tant explosé que ça par rapport à l'offre qui est réduite de je ne sais pas combien de dizaines de pourcents avec ces mais conneries. c'est la vitesse à laquelle ça a remonté, elle est explosive quand même. Par rapport au point bas du Covid, ça a été extrêmement Ouais, avec les rapide. aides. Ils ont compensé avec les aides, la Voilà, c'est distribution ça. échec dans la main. Donc là, voilà, au moins pour le moyen terme, horizon d'un an ou deux, là, les aides, elles sont en train de fléchir, bien fléchir même. On commence à avoir des signes sur le prix des containers, on a des signes de retournement, ça Là, c'est arrivé la commence. semaine dernière. Alors, on est passé Voilà, de 15 000 à 8 000 sur le chinois vers ouais, les US. c'est ça. Donc il y a quelques craquements quand même. Donc voilà. Donc, ils pensent que ça se régule et après, pas dit que les marchés entretiennent pendant 5 ans ou 10 ans de plus sans inflation le bordel d'endettement mondial. C'est pas le scénario le plus probable, mais il ne faut pas l'exclure. C'est ce que je veux dire. Si ce scénario alternatif il arrive, avec le gaz, on gagnera de toute façon avec même avec le pétrole, ça passera bien aussi. Hein, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des valeurs qui sont pas chères, sur lesquelles on va gagner, même si le pétrole il reste à 50-60 dollars pendant 5 ou 10 ans. Et on va gagner beaucoup. C'est ça qui est bien. Alors, je te pose une question. Dans les mines d'or, parce que les minières sont Oui. complètement éclatées et ont tendance à détruire de la valeur depuis 15 ou 20 ans, c'est assez hallucinant. Normalement, enfin, moi, je vois les minières, j'en suis 65, je crois, ouais, 65. Elles sont, à part 3-4 qui sont en tendance haussière, les autres sont toutes en tendance baissière. Donc, normalement, elles devraient être décotées, bordel, avec les graphiques qui sont. Il y en a plein qui ont fait moins 50, moins 60%. Il doit y avoir des décotes dans les minières. Moins que sur le pétrole. C'est assez bizarre, mais il y a quelques valeurs décotées, mais pas Alors, tant que ça. justement, je te pose la question, pourquoi l'exploitation de l'or est si peu profitable alors que l'exploitation du pétrole ou du gaz offre une meilleure perspective, à ton avis?
Je pense qu'il y a elles sont plus à la mode en fait les minières. Il y a tout un courant d'investissement qui est convaincu de l'effondrement monétaire et ce courant d'investissement, il s'investit à fond sur l'or. J'ai discuté avec des personnes qui gèrent des fonds d'investissement en or et bon, elles me disent toutes ah ouais non mais le pétrole c'est fini, le gaz c'est fini parce qu'il y a la transition énergétique, ça n'a aucune chance. Ils partagent un peu les espèces de mythes de transition énergétique. Et Donc, ça voilà. crée une opportunité d'investissement pour toi parce que du coup, en termes de, en termes de valorisation, Les minières en or, elles ont besoin absolument d'un contexte de forte inflation pour réussir. C'est ça elles ont besoin d'un prix, je ne sais pas combien, parce que là, on est à 1750, bordel, ils ne gagnent pas de thunes. ils gagnent. Si. Non, ils gagnent. Ouais. Mais bon, les grosses minières américaines, par exemple, il n'y a pas de problème. Elles sont en bonne santé, elles gagnent de l'argent, les Kinross et compagnie. Il n'y a pas de souci. Simplement, elles sont moins sous-valorisées que des majors pétrolières russes ou que des mid-caps pétrolières gazières sur Londres. Beaucoup moins sous-valorisées. Est-ce qu'il y a des opportunités sur le marché américain pour le gaz et le pétrole? Des exploitants gaz-pétrole? Alors, moi, le problème du marché américain, c'est ce que j'aime pas. Alors, pour les majors américaines, européennes, ce qui m'embête, c'est qu'ils ont le gouvernement contre eux. Ils ont la population contre eux, donc on leur met on leur met des boulets aux pieds. Alors qu'en même temps, chez Poutine, ils vont pas bousiller leurs majors pétrolières et gazières. Ou dans d'autres pays, c'est la même chose. OK. Et Au-delà de l'aspect politique, est-ce que moi ouais, j'ai mais 70, 75 dans le pétrole, gaz, exploration, etc. Est-ce que, parce que je ne regarde jamais les ratios, c'est toi qui as l'expertise là-dedans, est-ce qu'aux États-Unis, parce que le marché est quand même cher, est-ce qu'il y a des opportunités de valorisation aux États-Unis ou pas? je préfère, par exemple, entre Chevron et Total, je préfère acheter Total. Total, Non, ouais, je te parle des petits, parce qu'on oublie les ouais, grandes marques américaines, mais tu as quand même ouais. 50 à 70 boîtes d'explorateurs. Il y a quand même du monde sur le marché du pétrole aux États-Unis coté en bourse. Est-ce que toi, tu as déjà vu des choses intéressantes ou c'est cher? Je trouve que c'est plus cher que Londres. J'aime mieux le marché londonien. Je trouve qu'il y a plus d'opportunités sur Londres, quoi, clairement. OK. Alors, faut voir, quand on dit Londres, les valeurs sont cotées à Londres et après, elles opèrent partout, hein. C'est des Ouais. valeurs qui opèrent en Afrique, en Ukraine. Enfin, voilà. Dans toutes les destinations de vacances connues et C'est réputées. ça. Mais J'en ai c'est quoi le même une. paradis, là, en fait? Tu me parles des paradis, J'en ai une qui est au Kurdistan irakien même, donc c'est tranquille, c'est serein, mais elle est vraiment pas chère, quoi. Alors ça, moi je trouve que mettre 4-5% de son portefeuille là-dessus, il n'y a pas de problème parce que, ok, on accepte le risque géopolitique, mais si ça marche, on fait x10 là-dessus, quoi. C'est- Bon, ouais, Ça très bien, marche. Loïc. C'était super. Écoute, on va se rappeler un peu plus souvent qu'une fois par Ouais, an pour une nouvelle interview. Je trouverai un autre thème. Alors, je vais te faire une avec- confidence en fin de vidéo, comme ça, tous ceux qui n'ont pas été à la fin de la vidéo, ils ne l'auront pas vu. Il y a plein de gens qui attendent cette interview de toi et moi, parce qu'il faut qu'on parle du d'accord. Covid. Tu te doutes bien, ils disent, ouais, mais Loïc, il ne pense pas comme Charles. Alors, comment ils gèrent leurs différences sur le Covid? Alors, je te propose qu'on aborde le sujet pour bien les énerver, qu'on n'y réponde pas. Je propose même qu'on arrête la vidéo comme ça et qu'on se dise au revoir. Tu vois, comme ça, bien Il n'y a énervé là. pas de problème. Allez, salut Loïc. Ciao, Allez, ciao. salut Charles, à bientôt.